Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Sarah Knafo est avec nous, députée européenne Reconquête. Sarah Knafo, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Si je commençais avec l'entrisme des frères musulmans, ça vous va Tout à comme fait. sujet? Bon, rapport rendu à Emmanuel Macron aujourd'hui, rapport des services de renseignement, conseil de défense autour du président de la République. Alors, on le sait, objectif des frères musulmans, faire basculer la société française dans la charia, dans la loi coranique. Ça, c'est clair. Que dit ce rapport? Eh bien, il dit qu'il y a effectivement entrisme, qu'il y a entrisme sous diverses façons, le voile précoce, la communautarisation de la vie sociale et scolaire, l'interaction d'ailleurs, c'est vrai, clientéliste dans certaines communes. Des communes d'ailleurs de tous bords politiques. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Les réseaux sociaux, évidemment, les réseaux sociaux. Alors, comment regardez-vous ce rapport et quelles solutions faut-il apporter selon vous ? Alors, premier élément, je pense que vous nous reconnaîtrez que ça fait des années qu'on alerte sur ce phénomène, le phénomène des frères musulmans, l'entrisme islamique dans notre pays, dans nos communes, même dans les salles de sport, etc. Donc je suis très satisfaite de voir qu'aujourd'hui, il y a une forme d'officialité à des éléments qu'on a portés parce que je pense que ça pourra permettre aux derniers sceptiques de s'apercevoir de l'ampleur de la menace. Maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'il y a une question qui me paraît évidente, et pardonnez-moi si elle vous paraît évidente aussi, qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui cette menace des frères musulmans alors qu'elle n'existait pas dans les années 70 ? Pourquoi elle apparaît aujourd'hui ? La réponse est simple, parce qu'on a accueilli, depuis, des millions d'immigrés venus de pays musulmans. Quand on accueille chaque année 500 000 étrangers qui viennent pour les 3/4 de pays musulmans, on s'étonne ensuite d'avoir cette menace. Pourquoi cette menace n'existe pas en Pologne, par exemple ? Alors, parce que justement, ils n'ont pas eu cette immigration musulmane, ils la refusent, c'est un combat de tous les jours pour eux. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut d'abord, pour pas être excessif, admettre un premier élément. Les 500 000 personnes qui arrivent chaque année, les millions de musulmans qu'on a accueillis sur notre sol, n'ont pas tous pour projet d'islamiser le pays, de conquérir la France. C'est une évidence. Et il ne faut pas paraître excessif en disant que c'est leur objectif à tous. Là, on parle de quelques stratèges des frères musulmans qui ont cet objectif, mais ces gens-là ont un carburant qui est la démographie, les gens qu'on a accueillis. Et juste pour vous faire un parallèle qui, je pense, va vous parler, vous vous souvenez du livre de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber dit, pour aller vite, que le protestantisme a engendré le capitalisme. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que Luther, tous les protestants, voulaient créer le capitalisme. Mais il se trouve que dans leur religion, ça portait en soi les germes de la création du capitalisme. Je fais ce détour pour vous dire. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué que ça avec les protestants, d'autant plus qu'entre Luther et Calvin, il y a de considérables différences et que beaucoup de protestants ont lutté ardemment contre le capitalisme. Tout à fait. Enfin bon, mais, ça c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir là. Mais alors je le clos en vous disant seulement que bien malgré soi, des masses, une démographie importante peut créer des phénomènes même si elle ne voulait pas le faire. Est-ce qu'il n'y a pas bon, vous dites, oui, on va en venir aux solutions. Mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la venue d'immigrés, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre responsabilité des dirigeants qui ont accueilli, par exemple, le Qatar, parce que ces frères musulmans sont financés. Et ils sont financés par qui ? Ils étaient financés par le Qatar, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, moins l'Arabie Saoudite, mais toujours autant par le Qatar ou le Koweït. Vous avez entièrement raison. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire ce détour ? C'est pour vous expliquer que si on luttait demain, effectivement, contre les frères musulmans, contre cette mouvance, et il faut le faire, on ne résoudrait pas pour autant tout le reste du problème, c'est-à-dire l'islamisation du pays. Et c'est pour ça que je vous parle du carburant des frères musulmans, si vous voulez. Ce que je trouve schizophrénique, c'est qu'on a un gouvernement qui demande aujourd'hui à la DGSI de contrôler ce phénomène des frères musulmans, mais un même gouvernement qui autorise ses fonctionnaires dans les préfectures à apposer des centaines de tampons tous les jours sur des titres de séjour pour continuer d'accueillir le carburant de ce phénomène. Ça, c'est schizophrénique. Pour vous, c'est l'arrivée d'immigrants qui nourrit
qui nourrit l'expansion, c'est-à-dire que l'entrisme des frères musulmans. Mais c'est plus compliqué que ça. Malheureusement, non. Regardez, quand bien même vous n'auriez pas de frères musulmans. Mais je vous parlais du Qatar, mais ça vous gêne un peu de parler du Qatar ou pas des responsables de ceux qui ont financé? Alors parlons du Qatar, Monsieur Bourdin. J'ai déposé un amendement au Parlement européen il y a de ça 3 mois pour dénoncer la corruption du Qatar. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des valises de billets contenant 500 000 euros chez une vice-présidente du Parlement européen. Tout ce que je vous dis est public, c'est dans la presse. On a retrouvé des sacs poubelles pleins de billets d'argent liquide. Le Qatar qui corrompt des députés européens. Et en France? Et en France, alors là, pour le coup, l'argent du Qatar est partout. Ça vous le savez. Il est dans le Paris Saint-Germain, par exemple. Il est dans le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est pas le sujet qui va le plus menacer les intérêts vitaux de la France. Mais quand on voit, et vous avez raison, le financement de certaines mosquées, assez trouble. Quand on voit le financement de certaines salles de sport, quand on voit certains prédicateurs qui se retrouvent avec énormément d'argent payé par qui, là vous avez raison, la question se pose. Donc on a des moyens de lutter contre les frères. Que faire? Première chose, effectivement, il faut lutter contre cette mouvance. Pour lutter contre cette mouvance, je pense qu'il y a des moyens assez précis. Fermer leurs écoles de formation, il y en a une à Château-Chinon qui est connue. Il faut évidemment lutter contre ce financement dont on a parlé, qui vient notamment de puissances étrangères et qui contribue à cet entrisme. Il faut empêcher ces listes communautaires et les interdire autant que faire se peut. Il faut évidemment faire fermer ces salles de sport dangereuses, expulser les prédicateurs étrangers qui prêcherait la haine de la France sur TikTok ou sur n'importe quel réseau social, etc. Ça, c'est une évidence. Maintenant, ce que je vous dis, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on ne résout pas l'entièreté du problème. Donc, il faut se mettre à lutter contre ce que j'ai appelé le carburant de ce phénomène. Le carburant, c'est arrêter l'immigration et devenir conséquent. On ne peut pas accueillir chaque année des centaines de milliers de musulmans et leur dire qu'une fois qu'ils sont chez nous, ils n'ont pas le droit d'appliquer leur religion. C'est quelque chose d'aberrant. Soit on se dit que l'islamisation du pays est quelque chose qui nous gêne, et dans ce cas-là, il faut en tirer les conséquences. Il faut en tirer les conséquences. J'ai entendu ce matin interdire le voile. Non, attendez, je parle d'islamisation du pays. C'est l'islamisation du pays qui pose un problème. L'islam en France, pas interdire l'islam en France. Pas jusque-là. Vous m'avez entendu tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y a pas de projet de chacun des musulmans, ce serait aberrant de dire ça. En revanche, plus on accueille de personnes qui pratiquent cette religion avec une grande inconséquence. On les accueille et une fois qu'ils sont là, on leur dit ça nous dérange. Peut-être qu'il faudra arrêter d'accueillir dans ce cas-là. Et ceux qui sont déjà là, il faut leur dire ce qu'on a dit aux autres religions. Ce que la France a fait avec le protestantisme, on en parlait, ce que la France a fait avec le catholicisme, ce que la France a fait avec le judaïsme, il faut être prêt à le faire aujourd'hui avec l'islam. C'est-à-dire dire aux musulmans, ce n'est plus à la France de faire des accommodements raisonnables avec l'islam, mais aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France. Et en cela, arrêter les traces d'islamisation du pays. J'entends Gabriel Attal ce matin qui propose d'interdire le voile aux enfants de moins de 15 ans. Moi, je pense que le voile, c'est tout ou rien. Soit on dit que ça nous dérange en France, et dans ce cas-là, pourquoi au moins de 15 ans? Quand on a 16 ans, c'est bon. Quand on a 16 ans, il n'y a plus de problème. Donc pour vous, c'est l'interdiction du voile dans l'espace public. Dans l'espace public. L'interdiction des tapis de prière en entreprise. Vous voyez, en fait, toutes ces manifestations qui nous font percevoir cette islamisation du pays, il faut les empêcher. Je suis sûre que vous avez beaucoup de musulmans qui peuvent comprendre cela, qui l'appliquent déjà eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de musulmans, Sarah Knafo, je voulais vous en parler, qui estiment qu'ils sont stigmatisés en France. Et c'est vrai que quand on s'appelle chez Karim, on trouve plus difficilement du boulot ou un logement que quand on s'appelle, je sais pas moi, Kevin. Vous avez entièrement raison. Il y avait une très bonne étude de la Fondation des sciences politiques qui montrait qu'en réalité, vous avez parfaitement raison, il y avait ce qu'on appelle des discriminations sur ceux qui portent des prénoms. Ça nourrit l'islamisation. Sur ce point-là, parce que vraiment c'était passionnant. Vous avez en effet des discriminations à l'embauche sur ceux qui portent un prénom musulman. Mais vous voyez qu'il n'y avait aucune discrimination sur ceux qui avaient un nom de famille à consonance musulmane, maghrébine, mais qui portait un prénom français. Comme s'il y avait une sorte de prime à l'assimilation, c'est-à-dire une prime à embaucher quelqu'un qui nous ressemble, qui a fait un effort, quand bien même il viendrait d'un pays musulman, quand bien même il pratiquerait sa religion. Je pense qu'en France, il y a une grande tradition de laïcité. On a travesti la définition de la laïcité. En réalité, la laïcité, c'est la discrétion de la religion dans l'espace public, pour essayer de dépassionner les relations entre les uns et les autres. Vous savez, on dit souvent à table, il ne faut pas parler ni de politique ni de religion. On sait que le sujet religieux
religieux est un facteur très souvent dans l'histoire de clivage, d'affrontement. La laïcité, ça a un but pacificateur. Il s'agit de stigmatiser personne, il s'agit d'être violent avec personne, bien au contraire. Il s'agit de retirer un élément de violence de l'espace public pour essayer de pacifier les choses en France. Vous le savez que la situation est assez grave. Vous vous rappelez des mots de Gérard Collomb qui disait « Aujourd'hui, on est côte à côte, demain, on sera peut-être face à face ». Moi, je vois la politique comme un moyen d'éviter ça. On ne peut pas aimer son pays et vouloir la guerre civile. On ne peut pas aimer son pays et vouloir l'affrontement. Donc tout ce qui peut nous permettre de l'empêcher, il faut le faire. Sur ce terrain-là, vous rejoignez Bruno Retailleau. J'ai l'impression que vous parlez comme Bruno Retailleau. C'est la nouvelle star de la politique française, Bruno Retailleau, non? Alors, je pense que vous me reconnaîtrez que lors de la création de Reconquête en 2022, on a été bien seul à défendre ces sujets. Pour le coup, on a été stigmatisé. Donc oui, je suis satisfaite de voir qu'aujourd'hui, une grande partie parle comme nous. Tout à fait. Je pourrais tout à fait travailler avec certains individus des Républicains. D'ailleurs, j'en viens. Individus, certains. Oui, certains, c'est vrai. Excusez-moi. J'ai pas forcément envie de faire une alliance avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher. C'est pas exactement ma droite. Avec un Bruno Retailleau, parfaitement. Si vous voulez, moi, je viens des Républicains. Donc, je connais ce parti. Je sais aussi pourquoi je l'ai quitté. Je sais aussi pourquoi je l'ai quitté. Et le sentiment que j'ai, c'est que quand ce parti est livré à lui-même, c'est-à-dire si ce parti-là avait le leadership sur la droite, malheureusement, je crois qu'il retomberait dans ses travers. Et ses travers, c'est de toujours vouloir plaire au centre et à la fin plaire à la gauche. Quand vous avez vu le discours de victoire de Bruno Retailleau, à ses côtés, on voyait Gérard Larcher, on voyait Michel Barnier, on se disait « Ah, c'est pas possible ». Alors en fait, c'est le retour des gens qui ont toujours été là. Moi, quand je vois ça, je me dis « Certains individus, je pourrais tout à fait travailler avec eux. Je pense qu'on partage énormément de convictions. » Mais je crois qu'il faudrait que ce soit notre droite, la droite de Reconquête, qui ait le leadership pour pouvoir garantir que cette fois, on ne travaille à 7, s'il vous plaît. Éric Zemmour est le double. Dernier sondage IFOP, pardon de vous dire, présidentiel aujourd'hui, 3%. Pour Zemmour. Alors, le Harris ne donnait pas les mêmes chiffres, mais on peut argoter sur les sondages. Quoi qu'il en soit, vous connaissez dans l'histoire des gens qui ont été à 2-3 ans plus tard, ils étaient élus. Je pense que si on prend l'exemple de Giorgia Meloni, c'était exactement le cas. Est-ce que vous êtes plus proche aujourd'hui de Bruno Retailleau que du Rassemblement national ? Alors, c'est pas pour vous faire une réponse de Normande, mais je me sens parfaitement à équidistance. Si vous voulez, le Rassemblement national, à mon sens, est plutôt de droite sur les enjeux régaliens, mais vous l'avez dit vous-même, de gauche sur les enjeux économiques. Vous le dites aujourd'hui, le Rassemblement national est un parti de gauche ? Sur les sujets économiques, tout à fait. Sur les sujets économiques, ils ont sincèrement des relents socialistes. À chaque fois qu'il y a une nouvelle actualité, quand on regarde leur programme, il y a énormément de mesures qui font penser au socialisme des années 80. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit aussi. Vous avez raison, beaucoup de gens le disent et beaucoup de gens le perçoivent aujourd'hui. Mais je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des crises, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les réflexes politiques des gens. Ils se positionnent avec les mêmes réflexes que la gauche. Je vous donne un exemple. À un moment, on parlait de taxer les super profits. Le RN a tout de suite dit oui, il faut taxer les super profits. C'est, à mon sens, c'est pas du tout des réflexes de droite. Le premier réflexe de la droite, c'est de dire qu'est-ce qu'un super profit ? À partir de quand il est super ? Vous allez créer quelle usine à gaz pour essayer de dire qu'à partir de là, on profite trop, etc. Donc oui, je pense qu'ils ont des réflexes de gauche. Je disais équidistant parce que, à mon sens, le RN, c'est plutôt de droite sur le régalien, plutôt des gauches sur l'économie. Je pense que les LR, c'est l'inverse. Exactement l'inverse, c'est-à-dire plutôt de droite sur l'économie et encore avec une forte tendance à un étatisme et à faire globalement toujours la même chose. Quand on voyait le budget prétendument de droite du gouvernement Barnier, moi je me dis que c'est pas forcément ma droite économique. Bon, je crois on va parler d'économie. Sarah Knafo, un mot encore de politique. Vous serez candidate à la présidentielle en 2027 ? Alors non, comme je viens de vous le dire, c'est Éric Zemmour qui sera le candidat. Je pense que c'est clair, hein, parce que beaucoup disent, j'entends des rumeurs, Sarah Knafo veut prendre la place de Zemmour. Ah, moi je veux prendre la place de personne, j'occupe la mienne, j'en suis pour le coup vraiment très fière. Donc Éric Zemmour sera candidat et je déclare pas, j'ajoute, je déclare pas sa candidature à sa place. Oui, mais enfin. Moi j'aimerais qu'il le soit parce que je crois que les Français ont une chance unique de pouvoir voter pour quelqu'un qui n'est pas un politicien. C'est un homme de l'histoire qui a une véritable vision, qui a eu raison longtemps avant les autres. Maintenant, je vois qu'on reprend beaucoup de ces constats. Les gens ne vont pas encore jusqu'aux solutions. Ça leur prendra peut-être encore 10 ans pour arriver à ces solutions. D'ici là, on aura perdu beaucoup de temps. Et je pense donc que le fait qu'il ait eu raison depuis tant d'années légitime, à mon sens, de lui faire confiance pour appliquer ses remèdes. Vous êtes une libérale assumée, c'est clair. Hein. En France, on est libéral dès lors qu'on ne veut pas augmenter les impôts. Donc dans cette définition, on pourrait dire oui. Bon, vous soutenez la réforme de la tarification des transports de malades qui provoque la colère des taxis ? Non. Non, je pense que ça n'est pas à eux de payer. Je pense qu'il y a énormément de réformes à faire. C'est-à-dire comment faire ?
Alors, on est dans un système où l'État ne fait aucun effort, mais demande à chaque catégorie de Français des sacrifices. Je pense que c'est ça qu'il faut remettre en cause. Dans ce cas spécifique. Oui, dans ce cas spécifique. Comment faire ? Dans ce cas spécifique, vous avez un problème social où on sait qu'on a les dépenses sociales les plus élevées du monde. On veut essayer de faire porter à chaque fois sur certaines catégories le sacrifice. Au lieu de dire que c'est à l'État de revoir son modèle, à l'État de lutter contre les abus, de lutter contre les fraudes, de privatiser certaines de ses missions. N'est-ce pas aux particuliers aussi de prendre ses responsabilités ? Mais les particuliers de prendre ses responsabilités. Les particuliers prennent leurs responsabilités tous les jours. On est le peuple le plus taxé du monde. Donc il faut se rendre compte que nous faisons déjà des sacrifices tous les jours. Le plus taxé, le plus choyé. Pas le plus choyé, malheureusement. L'un des plus choyés. Mais vous savez qu'on a des services publics délabrés, peut-être qu'on en parlera, on a une école qui s'effondre. Vous savez qu'en Allemagne, pour aller à l'hôpital, un patient paie 5 ou 10 euros. Et vous savez qu'en France, on peut mourir aux urgences et attendre 8 heures. Je vous parle du transport des malades. Mais vous voyez bien l'état de notre système de santé. Vous avez vu pendant le Covid qu'on était tous revenus sur ce mythe qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Donc on paye déjà très cher. À mon avis, on ne doit pas faire porter sur certaines catégories le coût de ce système qui va mal, parce qu'on a fait les mauvais choix, parce qu'on l'a bureaucratisé. Quand vous voyez le système des ARS, vous vous apercevez qu'il y a évidemment du gras. 30 milliards d'euros par an que nous coûtent les ARS. Sur ces 30 milliards, évidemment, il ne faut pas tout couper. Vous avez des dépenses administratives qui sont aberrantes. Des gens qui ne voient pas un patient de toute leur carrière et qui, justement, donnent du travail, de la paperasse, des nouvelles normes à chaque fois à ceux qui font ce travail d'opérateurs de santé qui voient des patients tous les jours. Donc, à mon avis, c'est ce système-là qu'il faut revoir et arrêter de faire porter le coût sacrificiel sur certaines catégories. Vous êtes évidemment formellement opposé, par exemple, à une nationalisation temporaire d'ArcelorMittal. Je crois que ça ne sera pas la solution. Du site de Dunkerque, puisque c'est de cela dont il est question. Je crois que ça ne sera pas la solution. Je pense qu'il faut regarder les fondamentaux de pourquoi ce secteur va mal. On s'aperçoit qu'alors qu'on était un grand pays industriel, un grand pays sidérurgique, on a laissé la production d'acier aller à la Chine. Aujourd'hui, 40% de la production d'acier est produite en Chine. Pourquoi ? Parce que on s'est dit pendant longtemps que finalement la sidérurgie c'était sale, c'était pas assez écologique, ça polluait. Mais aujourd'hui, on a laissé aller notre nucléaire. Comment fait-on pour empêcher 600 licenciements, 600 suppressions de postes ? Comment fait-on ? Alors, on fait confiance à ArcelorMittal ? Non. À la direction ? Je pense qu'il ne s'agit pas de faire confiance, il s'agit de réfléchir pour traiter les causes. Je vous disais tout à l'heure la même chose sur les frères musulmans, si on ne traite pas les causes à la racine, donc là les causes, le coût de l'énergie. Dans l'immédiat. Investissement dans le nucléaire, immédiatement. Réduction des charges massives, suppression totale des impôts de production, qui sont les impôts les plus aberrants qui existent en France. On est le seul pays à agir comme ça. Donc tout de suite, relâcher la pression sur ces entreprises. Et on fait confiance à la direction de l'entreprise. Je ne pense pas en ces termes, il ne s'agit pas de faire confiance, il s'agit de laisser la liberté aux entrepreneurs en leur laissant le choix de rester en France. Il faut que ça redevienne rentable aujourd'hui d'être un industriel en France. On a tous les moyens de le faire, on est une grande nation industrielle, une grande nation d'ingénieurs, on est en train de leur mettre des boulets aux pieds et c'est presque un miracle qu'il nous reste encore des industries chez nous. Sarah Knafo, 3 sujets pour terminer. Le premier, l'école. Vous venez de la Cour des comptes. J'ai vu le rapport de la Cour des comptes sur l'école et notamment sur l'école élémentaire. L'école primaire, baisse du niveau des élèves, inégalité qui s'aggrave, inégalité de genre, inégalité sociale, inégalité territoriale, en cause, selon la Cour des comptes, la semaine de 4 jours, le temps scolaire, l'effort concentré d'abord sur le secondaire et l'attractivité insuffisante du métier d'enseignant. Que faire ? Que proposez-vous ? Alors, j'ai écouté également Édouard Philippe qui était à votre antenne hier et qui disait que l'école était un sujet majeur. C'est pas moi qui le contredirais, c'est l'un des sujets les plus importants pour notre avenir. Il dit que c'est son premier sujet. Mais il ajoute, et c'est là avec la partie avec laquelle j'étais en désaccord, il ajoute qu'il faudrait que l'école lutte davantage contre les inégalités sociales. Moi, je pense que c'est précisément ce sujet qui a contribué au déclin de l'école. C'est-à-dire qu'on a voulu assigner à l'école des centaines d'objectifs. Lutter contre les inégalités sociales, éduquer les enfants à l'écologie, aux inégalités de genre, vous venez de lire certains sujets, leur apprendre à manger, à nager, etc., etc. Tant de sujets qui, par le passé, relevaient plutôt des parents, des familles. À l'inverse, combien de temps est-ce qu'on leur a laissé ? À part toutes ces activités, combien de temps est-ce qu'on leur a laissé pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire ? Quand vous regardez aujourd'hui les classements PISA et que vous voyez que la France a un niveau de mathématiques inférieur à celui de l'Albanie,
Je pense qu'il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi ne nous dirions pas, il faut assigner un objectif à l'école, instruire les enfants. Et c'est parce que les enfants seront instruits qu'on luttera contre les inégalités sociales, pas l'inverse. Si on cherche uniquement à lutter contre les préjugés à l'école, alors on n'apprend plus ni le français ni les mathématiques, ou en tout cas on ne consacre pas assez de temps, c'est ce que tous les enseignants vous disent. Les enseignants sont des gens qui peuvent être passionnés, une vocation sur leur matière. Ils regrettent en effet de voir qu'on réduit le temps scolaire, que quand les enfants sont à l'école, c'est donc pour leur... Donc il faut revoir le temps scolaire, c'est indispensable. Absolument. Il faut revaloriser les enseignants, notamment dans le primaire. Revaloriser le métier d'enseignant, rétablir leur autorité. Il faut impérativement revenir à l'exigence à l'école. C'est-à-dire qu'un modèle où on donnerait des gommettes pour donner des bons points, moi je n'y crois pas. Je crois au classement, je crois aux classes de niveau, je crois qu'on progresse quand on est avec des gens qui ont un niveau similaire au sien, je ne crois pas à l'hétérogénéité dans les classes. Les professeurs vous disent que c'est difficile de faire cours et pour les bons élèves et pour les mauvais quand ils ont des élèves qui sont trop mélangés. Donc oui, je pense que revenir à l'excellence scolaire passera par ça. Bien, un mot sur l'audiovisuel public, puis je termine avec Gaza. L'audiovisuel public, Delphine Ernotte reconduite à la tête de France Télévisions, je rappelle le budget, 2,5 milliards d'euros, 8800 salariés à France Télévisions, projet Dati, holding regroupant France Télévisions, Radio France, l'INA et peut-être France Média Monde. Vous êtes favorable à ce projet ? Non, je pense que ce projet-là n'est pas du tout la question. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la privatisation. Vous avez rappelé ce budget faramineux, oui. 2,5 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent que tous les ans, ils payent un abonnement forcé à France Télévisions de 83 € par personne, en moyenne. Donc il faut leur rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure où vous avez d'autres chaînes, pour citer un exemple, TF1, qui est le concurrent direct de France 2, qui a des parts de marché plus importantes, lui, ce groupe-là, fait un bénéfice de 200 millions. À l'inverse, on a France Télévisions qui nous coûte 2,5 milliards. En principe, une chaîne, ça doit rapporter de l'argent, à minima ne pas trop coûter. Mais quand ça coûte avec nos impôts, alors que vous avez des concurrents qui font exactement le même métier et qui parfois le font mieux que vous. Beaucoup n'en veulent pas. Mais c'est pas à eux de choisir. Beaucoup d'entreprises privées n'en veulent pas. Mais c'est aux Français de choisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites un sondage. Très forte baisse de chiffre d'affaires pour TF1, par exemple. Faites un sondage. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer avec leurs impôts les humoristes de France Inter qui, pour la plupart, les insultent à longueur de journée et les méprisent. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer pour du divertissement sur France Télévisions. Moi, par exemple, j'adore Fort Boyard. C'est très bien, j'ai regardé ça depuis que j'étais enfant. Est-ce que c'est normal de payer ça avec nos impôts ? C'est évident que non. Vous avez, dans l'ère dans laquelle nous sommes, des dizaines de chaînes de télévision. Vous avez des abonnements à foison sur Internet. Et il y a des Français qui font ça aussi très bien. Vous avez des plateformes de streaming où on peut regarder aujourd'hui n'importe quelle émission. Est-ce que c'est normal de payer un abonnement forcé de 83 € par personne ? À mon sens, la réponse est très claire. Si on posait la question aux Français, je pense qu'ils répondraient la même chose. J'ajoute un seul élément qui pour moi est grave, c'est que j'accepte tout à fait, c'est une évidence qu'il y ait des chaînes de gauche. C'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime la pluralité. S'il y a des chaînes qui ont une sensibilité plus à droite, d'autres à gauche, c'est parfait. En revanche, avec nos impôts, je crois qu'on devrait pouvoir exiger un service public bien plus neutre. Quand je vois Madame Ernotte, vous l'avez citée, qui vient d'être reconduite, d'ailleurs je remarque que la presse en a très très peu parlé alors que c'est un élément majeur, qui vient d'être reconduite. Alors que France Télévisions est en déficit. Tout à fait. Qui trouve qu'il y a trop de blancs de plus de 50 ans sur le service public, qui exige des clauses de diversité pour faire voir plus de Français d'origine, plus de personnes d'origine étrangère dans les programmes de France Télé, qui exige qu'on voit plus de LGBT, vraiment une vision à l'américaine. C'est l'idéologie de Disneyland, quoi. Quand vous voyez cette femme qui est reconduite, on n'en parle quasiment pas, elle fait tout ça avec nos impôts. Moi je dis, vous avez le droit d'être idéologue avec votre argent, avec vos propres clients qui payent pour ce que vous faites, mais pas avec des gens qui sont forcés de payer pour vous. Deux dernières choses. Vous admirez toujours Donald Trump ? Toujours autant ou... Alors, j'ai jamais vraiment parlé d'admiration. En revanche, j'ai parlé d'une satisfaction à voir le peuple américain qui souhaitait reprendre son destin en main. C'est une chance pour les États-Unis, l'Europe et le monde, Donald Trump, président. Je pense que c'est allé un peu vite de dire ça. On est au tout début de son mandat. On verra si ce sera une chance. Vous êtes plus prudente, là. Je vous sens plus prudente. Moi, je suis toujours assez mesurée dans mes propos, vous remarquerez. Oui, en revanche, je pense Donald Trump, vous ne l'étiez pas à une époque. J'ai toujours été mesurée sur tous les sujets, surtout quand, puisque moi, mon intérêt principal, c'est l'intérêt de la France, j'ai remarqué, et j'en suis satisfaite, que les États-Unis ont décidé de dire l'Amérique d'abord. Je crois qu'à notre tour, on doit être capable de dire la France d'abord. Quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui... Moi, c'est plutôt la France d'abord en premier. Si parfois des intérêts européens peuvent servir... Face aux États-Unis ? La France d'abord. Avant toute chose, quand on voit les intérêts parfois divergents au sein de l'Europe, je ne peux pas dire l'Europe d'abord sans me dire que les intérêts nationaux doivent toujours primer.
l'Europe qui réfléchit à remettre en cause l'accord commercial et politique entre l'Union européenne et Israël, extension des opérations militaires israéliennes, la volonté claire, peut-être, de chasser de Gaza plus d'1 million de Palestiniens. C'est un plan qui est en préparation, et les chasser vers la Libye. C'est quoi? C'est un nettoyage ethnique? J'emploierai pas ces mots-là. On est dans une guerre. Les guerres, c'est toujours tragique. Il y a des moyens qui peuvent toujours être remis en question, c'est une évidence. Quand on essaye quand même de se demander pourquoi cette guerre a lieu, pourquoi ça continue, et qu'on se souvient des massacres du 7 octobre, et qu'on se souvient de la demande d'Israël, à savoir la libération des otages, quand on sait qu'il y a encore des otages qui sont détenus, on comprend que la guerre continue. Ensuite, pour ce qui est de l'Union européenne, moi j'avoue que ça me frappe de voir une institution qui a accepté de financer un organisme comme l'UNRWA, donc un organisme qui a été mêlé aux attentats du 7 octobre, dont certains des membres de cette association financés par l'Union européenne ont participé à des commandos djihadistes, et je ne les ai pas vus faire un tel mea culpa à ce moment-là. Alors que pour le coup, ils ont violer des femmes, tuer des enfants, égorger des bébés, et je ne les ai pas entendus avoir une telle émotion à ce moment-là. Est-ce que les crimes du Hamas justifient les crimes d'Israël à Gaza? Alors, pardonnez-moi, je trouve que cette question est mal posée, si je puis me permettre, parce que vous êtes en train de comparer du terrorisme à la réponse d'un État et d'une armée régulière. Il est évident que le terrorisme... Un État qui n'a pas su prévenir une attaque terroriste et qui n'a pas su prévenir le 7 octobre. Sur ça, vous avez entièrement raison, et je pense que ça laissera des traces dans la population israélienne, que c'est un peu, si vous voulez, l'équivalent de la ligne Maginot qui a été franchie pour chez nous. Je pense que ça laissera des traces, un traumatisme longtemps, que cette impression d'infaillibilité qui pouvait être celle d'Israël ou de son gouvernement a été fortement battue en brèche par cette attaque surprise. Donc sur ce point-là, vous avez raison. Merci Sarah Knafo d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci. Il est 8h59.